L'honorable député de Ottawa-Sud. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour aux collègues en Chambre. Aujourd'hui, je suis ravi d'appuyer la motion du jour d'opposition présentée par le NPD. Je félicite le NPD d'avoir présenté cette motion. Il s'agit d'une question qui tombe à point. C'est une question qui touche toutes les collectivités de notre pays. Les députés entendent tous parler des changements proposés. Nous obtenons tous des réactions et nous subissons des pressions de différents groupes de la société civile par rapport au plan en 5 points présenté. Je dirais que ce plan est présenté non seulement par Post Canada, mais aussi par le gouvernement et la ministre qui vient de prendre la parole. Monsieur le Président, il y a un point commun dans le cadre de mes remarques au cours des 20 prochaines minutes, et c'est que ce rapport, dans le cadre des affaires présentées par les conservateurs, n'est simplement pas suffisant. Vous savez, Monsieur le Président, moi, je suis privilégié parce que Post Canada a son siège social dans ma circonscription. J'ai de nombreux voisins, de nombreux commettants qui travaillent à Post Canada. Ils sont des gestionnaires, ils sont des agents financiers, ils sont des travailleurs de la Poste. Il s'agit de bonnes personnes et je rends hommage aux gens de Post Canada, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de la division artificielle entre la gestion et la main-d'œuvre. Il y a de bonnes personnes en gestion, il y a de bonnes personnes aussi qui travaillent dans les usines de tri, il y a des gens qui livrent maintenant le courrier le soir, la nuit. Il y a beaucoup de bonnes personnes au sein de cette société et je les félicite et leur rends hommage pour leurs années de service. Je les félicite aussi d'avoir maintenu la tradition de Post Canada. Toutefois, j'ai examiné ce plan en détail, j'ai entendu des témoins en comité, j'ai entendu des centaines de Canadiens partout au pays. Mes collègues ici du caucus libéral font signe de tête parce que oui, ils obtiennent les mêmes réactions. Ce plan en 5 points n'est tout simplement pas suffisant. À mon avis, ce plan ne tient pas compte des capacités de Post Canada, il ne tient pas compte des possibilités créatrices d'une société d'État. Et la ministre parle d'autres administrations qui ont dû faire des choix difficiles, mais elle a raison, mais seulement en partie. Il est vrai que d'autres administrations, comme Post Canada, font face à des défis pour ce qui est de la viabilité des services. Il y a des défis relativement aux communications électroniques. Il y a des défis relativement à une transition à faire dans le domaine des affaires. Mais lorsque la ministre dit qu'il faut tenir compte des changements en Grande-Bretagne, eh bien, moi, j'ai de la difficulté à ne pas croire que ce que le gouvernement veut en fait faire, c'est de faire en sorte que Post Canada sera privatisé. C'est l'orientation du gouvernement. C'est ce qu'on a fait avec l'énergie atomique du Canada. C'est ce que le ministre des Finances a tenté de faire en Ontario avec les lignes de transmission énergétique avant la création de l'autoroute 407. C'est ce que les gouvernements font. Ils prennent des services publics précieux comme les services postaux. Ils prennent les sociétés qui participent dans la prestation de ce service et on commence à entraîner sa détérioration. On commence à faire des commentaires négatifs. On commence à dire que ça coûte trop cher. Dans le cas de l'énergie atomique, on commence à dire que c'est un trou qui ne fait que gaspiller de l'argent. Et à la fin, au bout du compte, eh bien, on se dit qu'il faudrait peut-être mieux de privatiser le service. C'est ce que les conservateurs font comme tactique avec les citoyens canadiens. Au lieu de mieux dépenser son énergie pour tenter d'améliorer le plan, pour garder les services postaux pour les Canadiens qui les méritent, eh bien, moi, j'ai toujours cru, Monsieur le Président, que le gouvernement a l'obligation de bien faire les choses. Et les services postaux est l'une des choses sur lesquelles les Canadiens comptent. Si on retourne aux témoignages qui ont été entendus en comité avant Noël,
On rappelle aux gens que ces changements ont été imposés aux Canadiens le jour après le début de la relâche, tout juste pendant la période d'envoi des cartes de Noël. Les Canadiens, les gouvernements municipaux, les provinces, les entreprises ne s'attendaient pas à ça. On a entendu des témoignages de ces intervenants de la société canadienne lorsque le comité de transport s'est réuni. On a posé la question au PDG de Post Canada. On a demandé à d'autres intervenants de nous donner leur point de vue parce qu'il n'y avait pas eu d'autres débats. Les témoignages ont confirmé que Post Canada et le gouvernement conservateur semblent être pris à une autre époque. C'est comme si on était dans les années 60. La gestion contre la main-d'œuvre. La main-d'œuvre contre la gestion. Et les deux ne doivent jamais se parler. On a confirmé que les chefs syndicaux n'ont jamais tenu de réunion avec la gestion de Post Canada. On a confirmé que la ministre ne voulait pas rencontrer les représentants syndicaux. On a confirmé que la ministre, la cinquième, soit dit en passant, en 7 ans, on a confirmé que la ministre a refusé de réunir les deux parties à la table pour tenter de trouver une meilleure solution, une meilleure approche pour les Canadiens. Qui compte sur les services de Post Canada? C'est un plan qui a été mal pensé. Ce qu'on a vu, c'est que la gestion de Post Canada a retenu les bons services du Conference Board du Canada. Encore une fois, le siège du Conference Board est dans ma circonscription. C'est un bon groupe de réflexion. Alors, d'un côté, on a la gestion qui retient les services du Conference Board et de l'autre côté, on a le syndicat qui a retenu le service du Centre des politiques alternatives. Les deux groupes ont joué le jeu. Ils ont dit qu'ils avaient une réponse et que l'autre avait une autre réponse. C'était le combat des deux instituts de recherche. Et entre-temps, les Canadiens ont un plan en 5 points qu'on leur présente par surprise. On se fout de savoir qui a retenu les services de qui pour les analyses ou pour la justification des changements proposés au service de Post Canada. Les gens ne veulent rien savoir de tout ça. Ce qui leur tient à cœur, ce sont les conséquences. Et les conséquences sont très graves, Monsieur le Président. Avant de passer à ces conséquences, j'aimerais revenir à une chose dite par le ministre plus tôt. C'est un refrain commun chez les conservateurs et ça ressemble à ceci. Nous ne sommes pas responsables de Post Canada ni de son plan. Nous ne sommes pas responsables de Via Rail. Nous ne sommes pas responsables de l'énergie atomique du Canada. Nous ne sommes pas responsables des autorités portuaires. Non, dit la ministre des Transports. Il s'agit d'organismes indépendants. Ils sont tous indépendants du gouvernement. Ça me rappelle du moment au provincial, il y a quelques années en Ontario, où le premier ministre de l'époque, Michael Harris, est arrivé à l'Assemblée législative et vous vous rappellerez qu'au moins 6 ministres de cabinet qui s'assoient à l'avant ont été formés par Mike Harris. Monsieur Harris est arrivé et il a dit non, nous ne sommes pas le gouvernement. Nous sommes venus faire du ménage au gouvernement, a dit le premier ministre à l'époque. C'est une tentative d'établir une distance avec les responsabilités. On a ici la 5e ministre en 7 ans chargée de Post Canada. Elle tente de blâmer les autres, de se distancer de la société d'État. Et ça, c'est très malheureux, Monsieur le Président. Ça fait en sorte que les Canadiens sont laissés pour compte. Ils ne veulent pas que leur gouvernement laisse tomber ses responsabilités par rapport à cette société d'État. Les Canadiens et les Canadiennes croient que c'est la responsabilité du gouvernement et du ministre des Transports de s'assurer que le plan visé par Post Canada est un plan qui fait du sens pour les gens de tous les jours.
Et clairement, le plan qui a été présenté par Post Canada n'est pas du tout un plan qui aide les Canadiens et les Canadiennes de tous les jours. And that's why, Mr. Speaker, C'est pourquoi, Monsieur le Président, au Parti libéral, nous avons décidé de faire trois choses. Nous avons présenté des demandes d'accès à l'information afin d'obtenir plus d'informations sur la correspondance du gouvernement avec la société. Ce n'est pas le plan de Post Canada, Monsieur le Président. C'est le plan du gouvernement et du premier ministre. Ensuite, nous avons présenté des questions au feuilleton afin qu'on puisse dire aux Canadiens ce qui se passe vraiment. Et finalement, Monsieur le Président, hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer notre directeur parlementaire du budget. Je lui ai demandé au nom de mes collègues au caucus s'il pouvait faire une enquête importante sur les données financières, les déclarations faites par le gouvernement, laissant entendre que ça va mener à une meilleure viabilité pour la société. Nous allons aller au fond de ces données financières. Nous allons demander à un organe indépendant, comme le bureau du directeur parlementaire du budget, avec l'aide des recherches, des agents de recherche de la Bibliothèque du Parlement. Nous allons voir si les chiffres tiennent. Je ne sème pas de doute sur la bonne foi du Conference Board du Canada, mais je crois qu'il incombe à tous les parlementaires de demander l'examen de ces chiffres par un groupe indépendant. Lorsque le plan a été présenté, on aurait pensé que le gouvernement aurait dit « Merci pour le plan. Nous allons l'examiner. Nous allons vous revenir après avoir fait notre propre analyse et nous allons réagir. » Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que après la présentation du plan, un communiqué de presse a été publié. La déclaration a été publiée et elle disait que le gouvernement appuyait le plan à 100 %. Je ne sais pas comment les députés conservateurs de l'autre côté peuvent dire à un commettant que le plan ne peut pas être amélioré. Que toutes les possibilités ont été examinées par 21 gestionnaires, par les représentants syndicaux, par toute l'équipe de Post Canada. Je ne peux pas croire qu'un seul député de l'autre côté puisse dire à ses commettants, oui, commettant X, Y, Z, on peut vous donner l'assurance que toutes les options ont été examinées. Ils ne peuvent pas le faire, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que ce qui est arrivé, c'est que le ministre des Finances, par l'intermédiaire de la ministre des Transports, exerce des pressions sur le Conseil de Post Canada pour que, en 2015, on ait éliminé le déficit. Ainsi, nous pourrons offrir des cadeaux aux Canadiens pour la campagne électorale. Soyons honnêtes. Voilà ce qui se passe avec les conservateurs. Et voilà pourquoi les députés conservateurs sont si lents quand ça vient à la question de demander des questions importantes pour améliorer le plan proposé par Post Canada. Il n'y a pas de questions qui ont été soulevées par les conservateurs. Ils n'ont pas le droit de soulever ces questions. Mais je suis certain qu'ils sont en train d'entendre de leurs propres commettants, leurs commettantes partout dans leur comté. Let's talk about some of the effects, Mr. Speaker. Parlons maintenant des conséquences, Monsieur le Président. Commençons par les personnes âgées. Tout le monde ici le sait, tous les Canadiens le savent, la population est vieillissante. Il y a de plus en plus de gens qui vieillissent, qui deviennent ce qu'on appelle des personnes âgées. Alors, ce qu'on dit aux personnes âgées collectivement, c'est qu'il est préférable pour eux de rester chez eux. On facilite les choix pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles aussi longtemps que possible, pour qu'elles puissent être indépendantes, vivre dans la dignité, vivre dans la sécurité. Maintenant, le message qu'on envoie à nos personnes âgées, c'est le suivant. Vous savez, le service postal sur lequel vous dépendez pour vos chèques de pension, pour vos factures de téléphone, pour vos abonnements aux journaux, eh bien, ils ne seront plus livrés à votre porte. On s'attend à ce que vous vous rendiez à un autre endroit pour prendre votre courrier.
Monsieur le Président, il fait moins 27 degrés Celsius aujourd'hui avec le facteur vent à Ottawa. Il fait moins 25 à moins 30 pas mal dans tout le pays, sauf pour certaines régions de l'Ouest. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que les personnes âgées s'aventurent à l'extérieur? Je sais que le PDG de Post Canada a parlé de conditionnement physique. Et moi, je vous dirais qu'il s'agit d'un programme de participation postale. Mais soyons sérieux, avec la glace, la gadoue, l'hiver, c'est pas concevable pour les personnes âgées canadiennes qui vivent chez eux. Parlons maintenant d'handicap et de Canadiens atteints d'handicap. Nous avons un pourcentage croissant de Canadiens handicapés parce que c'est aussi lié à une société vieillissante. Environ 3,8 millions de Canadiens, soit presque 14 de la population âgée de 15 ans ou plus, ont déclaré avoir un handicap nuisant à l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Ces résultats proviennent de l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2012. Almost 14%, Mr. Speaker. Presque 14 Monsieur le Président, des Canadiens âgés de 15 ans ou plus ont dit être limités dans leurs activités quotidiennes en raison de handicap. Ça, c'est aujourd'hui et ce chiffre est en hausse. On ne tient pas compte du lien malheureux entre la pauvreté et les handicaps dans la société canadienne. Ça, c'est une autre paire de manches. Pourquoi dit-on à nos Canadiens handicapés qu'ils n'obtiendront plus le courrier à domicile? Ils vont devoir en plus payer davantage pour les services postaux. Je ne crois pas que ce plan soit bien pensé. On n'a pas pensé aux ramifications pratiques pour les Canadiens handicapés, Monsieur le Président. Il y a eu un témoignage de Bob Brown qui est venu au comité et qui a pris la parole au nom du Conseil canadien des personnes handicapées. Il nous a dit que le Conseil n'avait pas été consulté. On examine aussi les conséquences maintenant pour les petites entreprises. Les conservateurs aiment bien dire que les petites entreprises sont le moteur de l'économie canadienne. En fait, nous sommes tous d'accord des deux côtés de la Chambre. Une bonne partie des emplois canadiens sont créés par les petites entreprises. Nous savons que c'est le cas. Toutefois, lorsque le président de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes est venu témoigner, le président a dit qu'il ne s'attendait pas à ça. Post Canada ne les a jamais consultés. On parle de la plus grande association qui représente des dizaines de milliers de petites entreprises. On ne leur a jamais demandé son avis. Quelles pourraient être les conséquences si on augmentait le prix des timbres, si on élimine le service postal à domicile ou à l'entreprise? Aucune question n'a été soulevée. Aucun dialogue n'a eu lieu avec ce groupe. Les conservateurs ne peuvent pas nier, ils le savent. C'est malheureux, Monsieur le Président. Cela va vraiment causer des problèmes pour nos entreprises. De plus en plus de Canadiens font la bonne chose. De plus en plus de jeunes gens aujourd'hui ne se demandent plus qui va m'engager, mais au contraire, ils se demandent qui vais-je engager? Et par conséquent, ces jeunes et surtout les femmes mettent sur pied des entreprises, des PME, et par conséquent, avec ces changements, les experts conseils, les consultants en technologie, tous ces gens qui ont de petites entreprises vont être durement touchés. Finalement, tournons-nous vers nos municipalités. Quels seront les coûts que les municipalités devront assumer? L'entretien de ces boîtes postales collectives, l'expropriation possible de terre pour installer ces boîtes postales. On n'y a pas pensé. M. Bradley, maire de la ville de Sarnia, a dit « On n'a absolument pas pensé que cela pourrait accroître les impôts au niveau local d'un océan à l'autre. »
Les municipalités pourraient vouloir trouver d'autres solutions, mais il y a des limites légales qui s'imposent. Cette idée n'a pas été bien réfléchie, Monsieur le Président. On verra des répercussions sur les personnes qui vivent avec un handicap. On verra des répercussions sur les personnes âgées, les PME, les municipalités. Cela a des conséquences dévastatrices. En conclusion, Monsieur le Président, Poste Canada peut faire mieux. Le ministre du Transport doit réunir les employés et l'employeur pour trouver un meilleur plan afin que nous ne soyons pas le seul pays de l'OCDE dans le monde à éliminer le service postal porte-à-porte. Et on prétend que c'est une amélioration, mais finalement, on ne vise que la privatisation des services postaux. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député de Essex. Merci, Monsieur le Président. Le député n'a pas dit que, en fait, on avait appuyé, le CFIB avait appuyé cette mesure. Il est bien plus facile de critiquer un plan qui a été décidé par quelqu'un d'autre, Il est bien plus facile de le faire, donc, que de prendre ces décisions difficiles qui découlent de problèmes complexes. Je ne l'ai pas entendu proposer de solutions concrètes, mis à part le fait de lancer un dialogue. Il a parlé des répercussions sur les personnes âgées. C'était un des principaux points soulevés dans son discours. Par conséquent, dit-il qu'on devrait accroître le service porte-à-porte au Canada pour couvrir les 2/3 des adresses qui ne reçoivent pas ce service pour l'instant. Les personnes âgées qui vivent dans ces régions du Canada, pour l'instant, selon ses dires, ont de la difficulté et donc il devrait appuyer ce changement. Mais selon lui, comment Poste Canada pourrait-il payer pour l'offre de services porte-à-porte pour le reste des Canadiens? Honorable député d'Ottawa-Sud. Monsieur le Président, voilà. Le secrétaire parlementaire conservateur montre le plan en 5 étapes et dit que ça passe ou ça casse. C'est le plan du gouvernement, pas de Poste Canada. Si j'étais le secrétaire parlementaire, je poserais des questions du genre « Alors, vous nous dites que Poste Canada pourrait éliminer le service doit éliminer le service 5 jours d'affilée, ou est-ce qu'on pourrait offrir un service un jour sur 2 ou sur 3? Est-ce qu'on a véritablement fait une analyse pour savoir quelles seraient les répercussions sur les entreprises, les petites et moyennes entreprises? Sinon, pourquoi pas? Ça ne vaut pas la peine de se prendre au jeu du secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, il faut revenir à la table à dessin. Je suis convaincu que la gestion de Poste Canada, que des représentants de Transport Canada, que des bons représentants du secteur des syndicats peuvent faire mieux. Je suis convaincu qu'on peut trouver d'autres solutions novatrices. J'entends souvent les conservateurs dire, et le ministre l'a fait il y a quelques instants, rejeter donc du revers de la main les idées proposées par les syndicats concernant les services bancaires qui seraient assumés par les services postaux. Je ne suis pas prêt à rejeter le tout du revers de la main, Monsieur le Président. S'il y a 15 ans, on avait dit aux Canadiens que une grande entreprise alimentaire au Canada vendrait des hypothèques dans un commerce où on peut en général acheter du lait, personne n'y croirait. Il y a de nombreuses options qui s'offrent à nous pour qu'on puisse maintenir nos services postaux. Mais le plan qui vise à éliminer les services porte-à-porte, le plan qui vise à accroître le coût des timbres, à mon avis, est un plan qu'on impose parce que on a imposé des paramètres stricts à la société, paramètres qui ont été imposés par la ministre du Transport et la ministre des Finances. Et selon moi, cela limite notre créativité dans la recherche d'options. Questions et commentaires.